Attention, cet épisode mentionne des scènes de violences sexuelles susceptibles de heurter votre sensibilité. Seulement 4 victimes qui déposent plainte sur 100 montent les marches d'un palais de justice en Belgique. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Margot, Sophia et Zoé. Des 3, il n'y a que le dossier de Zoé qui arrive entre les mains des juges du tribunal correctionnel. Et à ce stade, il n'y a pas photo. Ça ressemble définitivement au parcours d'une combattante. Et puis Zoé, aux yeux de la justice et de la société, c'est une bonne victime. Et je mets des guillemets quand je dis ça. Elle a fait ce qu'on attendait d'elle, aller directement au CPVS, accepter les prélèvements, déposer plainte, trouver un avocat, s'informer, relancer. Et surtout, elle a eu la patience et le courage d'attendre 3 ans que ce procès ait enfin lieu. Marine, elle dit enfin lieu parce que ce procès, il a déjà été reporté 3 fois. Et le deuxième report, c'était en février 2022. On s'était rendu à l'audience, mais sans Zoé, parce que c'était trop dur pour elle d'y assister. Je veux pas le voir. Je crois que c'est même pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Je veux pas qu'il me voie non plus. C'est aussi que pour ça, pour le moment en tout cas, je veux pas aller au procès. C'est même pas parce que moi je veux pas le voir, c'est parce que je veux pas que lui me voie. Quand l'avocat de l'accusé nous a vus, il s'est étonné. Pour lui, l'affaire de Zoé n'avait aucun lien avec Balance ton bar. Ce qu'on trouvait cocasse dans la mesure où l'accusé, c'est un videur du El Café, le premier bar épinglé. Ce matin de février, on pensait assister à l'affaire de Zoé. Mais il y avait un autre dossier à l'ordre du jour. Et ça a pris du temps, beaucoup de temps. Et le dossier de Zoé a été reporté 3 mois plus tard. Moi, j'ai cru vraiment qu'en février, il y aurait l'audience et que voilà, un peu après, je connaîtrais le verdict. Et donc, je me suis préparée à ça. Et ça a été dur pour moi. Et au final, ça n'a pas eu lieu. Et donc, je vais revivre encore tout ça en juin. Moi, de mon expérience, je trouve que c'est très long. En tout cas, mon dossier à moi, c'est long. Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans que j'attends, en fait. Contrairement à l'audience de février, le 14 juin 2022, la presse, elle est là. Et il semblerait qu'on ne soit pas trompé sur le lien entre Balance ton bar et l'affaire de Zoé. Le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous. À la une de l'actualité, un ancien employé de ce café bruxellois poursuivi pour viol. Les faits remontent à 2019, avant le mouvement Balance ton bar. Le procès a commencé ce matin. Nous ferons le point en direct avec David Brichard. On est resté 2 heures au palais de justice de Bruxelles et malgré nos demandes, on n'a pas eu le droit d'enregistrer ce qui s'est dit dans l'affaire de Zoé. Alors dans cet épisode, on va vous raconter ce que c'est qu'un procès pour violence sexuelle. Et puis on va s'interroger, pourquoi si peu de dossiers de violences sexuelles arrivent jusqu'au tribunal ? Quelle place la justice accorde-t-elle aux victimes ? Et comment expliquer que pour certaines d'entre elles, la justice ne sert à rien ? Vous écoutez l'épisode 7 de Désenchanté, un podcast d'investigation qui questionne le système d'accueil des victimes de violences sexuelles en Belgique par Marine Guillet et Audrey Van Brabant. L'intérieur de la salle du tribunal, elle a quelque chose d'une autre époque. Les bancs, ils sont en bois, le parquet, il craque, ça grince, ça tombe un peu en ruine et ça ressemble pas vraiment à ce qu'on voit dans les séries américaines. Quand on rentre, on fait face au président du tribunal et à ses côtés, il y a 2 juges. Et tous les 3, ils ont le pouvoir de décider si l'accusé il est coupable ou non. Et puis, il y a aussi une greffière qui prend note. L'audience commence par la lecture des faits détaillés, mais ça, on vous les a déjà racontés. Ce qui nous marque à ce moment-là, c'est que tout à gauche de l'estrade, il y a un homme qui reste silencieux. Lui, c'est un représentant du ministère public, et on l'appelle le substitut du procureur du roi. En fait, il représente les intérêts de la société. Et il y a 3 ans, le dossier de Zoé, il a dû atterrir sur son bureau comme de nombreux autres. Et c'est lui qui a estimé que les preuves recueillies par le CPVS et la police, elles étaient suffisantes pour amener le dossier jusqu'au tribunal. C'est aussi lui qui a décidé de poursuivre le mis en cause. On aurait aimé parler avec le parquet de Bruxelles, c'est comme ça aussi qu'on appelle le ministère public. On se demande ce qui se passe entre le dépôt de plainte et le procès. C'est quoi le parcours d'un dossier ? Mais toutes nos demandes d'interview sont restées sans réponse. Alors on a contacté d'autres parquets en Belgique et celui de Liège nous a répondu. Philippe Dulieu est procureur du roi au sein de l'arrondissement judiciaire de Liège depuis 8 ans. Et il explique. Alors quand quelqu'un se présente auprès d'un service de police, ou en tout cas entre en contact avec un service de police pour dénoncer un fait, soit il y a un appel immédiat au parquet, s'il y a urgence, soit c'est un procès-verbal qui est transmis. Et le ministère public décide
quelle suite on réserve aux faits qui sont portés à sa connaissance. Quelle suite pénale intervient, soit aucune, puisque le parquet a le pouvoir de classer sans suite, soit une réaction pénale, avec un éventail de réactions pénales, qui va, par exemple, de la proposition de paiement d'une somme d'argent jusqu'à l'audience. Alors, pour arriver à un résultat et à une réponse pénale, il faut recueillir des preuves. Et le ministère public a un rôle actif dans le recueil des preuves, puisque la loi en Belgique, ce n'est pas le cas dans d'autres pays, dit que le parquet dirige les enquêtes, dirige les services de police dans la récolte de ces preuves. Donc très concrètement, c'est au ministère public d'orienter l'enquête, de dire il faudrait interroger telle personne, telle preuve matérielle pourrait être analysée, etc. Désigner tel expert, par exemple. On a besoin d'un médecin légiste, on téléphone au parquet, c'est lui qui désigne le légiste. Un policier n'a pas le pouvoir légal de désigner un expert. Donc si le policier téléphone au légiste tout seul, ce n'est pas recevable. Donc c'est bien le parquet qui mène l'enquête, mais le parquet il n'a pas tous les pouvoirs. Pour réaliser des perquisitions ou des écoutes téléphoniques par exemple, il faut placer le dossier à l'instruction. Ça veut dire qu'on met le dossier entre les mains d'un magistrat indépendant. Mais pour en arriver là, il faut des preuves. Et le problème, c'est que dans un dossier de violence sexuelle sur 2, des preuves, il n'y en a pas assez. Parce que l'agresseur n'est pas identifié ou parce que le délit ne peut pas être établi. Ce qui fait que la moitié des dossiers est classée sans suite. Et pour ces dossiers-là, fin de parcours. La justice s'arrête ici. Le nombre de dossiers classés sans suite, c'est l'une des premières choses reprochées à la justice. Je pense qu'on clôture rapidement quand on estime qu'il n'y a pas d'éléments et que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, par exemple. Ça, c'est quand on a identifié l'auteur. Et on s'en tient à ça très rapidement, quand même. Pour la profileuse Danielle Zucker, si ce nombre de classements sans suite est aussi important, c'est à cause de la façon dont on récolte les preuves. 9 fois sur 10, on n'aura pas de preuves classiques, on n'aura pas de preuves physiques, ça va pas être tangible. Et c'est pour ça qu'on a ce taux de classement sans suite, parce qu'on en reste à la parole de l'un contre la parole de l'autre, alors qu'il y aurait moyen de faire beaucoup de choses. Et on va vers ça ? Des dossiers plus à l'instruction ? Pour le moment, non. Mais quand on le met à l'instruction, déjà, ce qu'on peut faire, c'est une perquisition. Alors là, on est à la recherche d'indices parallèles. Et ça veut dire qu'on va, par exemple, évidemment, chercher dans l'ordinateur, chercher ailleurs, dans toute la maison. Il faut 2 enquêtes. Une enquête sur le fait actuel et une enquête sur le suspect. C'est-à-dire comprendre qui étaient ses ex-copines, qui sont les copains, interroger les copains, aller voir quel bar ils fréquentent, poser des questions là-bas. C'est pas acceptable de ne pas avoir des preuves en bonne et due forme. Or, dans les agressions sexuelles, il va falloir s'y faire, parce qu'on n'en aura que très rarement des preuves en bonne et due forme. Et on ne peut pas continuer à classer sans suite comme ça, franchement, à la chaîne. Donc pour Danielle Zucker, il faut trouver d'autres moyens d'enquêter, surtout quand la plainte elle est déposée des années après les faits. Comme pour Sophia par exemple, qui a déposé plainte 7 ans après le viol qu'elle a subi. Et dans son cas, c'est impossible de réaliser des prélèvements de fluides corporels ou de trouver des preuves matérielles. Par contre, il y aurait peut-être des choses à dénicher sur l'ordinateur de l'employé qui a abusé d'elle. Ou bien fouiller du côté de ses proches et de ses collègues, comprendre comment il se comporte avec les femmes, quel bar il fréquente, en quelle compagnie. Mais en réalité, procéder comme ça demanderait une refonte complète des méthodes d'investigation et un budget colossal. Et ça, on en est vraiment très loin. Et puis l'affaire de Sophia, c'est très particulier. Au moment de déposer plainte, les faits y sont prescrits. Il ne devait pas y avoir d'enquête. Mais quelques mois plus tard, rebondissement quand le parquet fait le lien entre plusieurs affaires qui concernent cet homme. Finalement, les proches de Sophia sont quand même auditionnés, on vérifie les faits. Le témoignage de Sophia pourrait être utilisé pour alimenter les autres plaintes. Je reste quand même prudente parce qu'effectivement, il n'y a pas... aux yeux de la loi, actuellement, cette personne reste... elle n'est pas considérée comme coupable. Maintenant, aujourd'hui, je suis sereine parce que j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai porté plainte, j'ai fait les démarches qu'il fallait. J'ai plus de cauchemars, j'ai plus de crise d'angoisse. De toute façon, je peux plus rien faire d'autre. Tout est aux mains de l'injustice. Et donc, j'espère qu'un jour... Et je crois que ça arrivera, Le parquet fait son taf en amont du procès. Il est là, mais il parle pas encore.
Le premier qui prend la parole, c'est le juge-président. Et son rôle, à lui, il est central. C'est un peu comme un chef d'orchestre. Pour comprendre sa réalité et ses fonctions, on prend le train direction le palais de justice de Charleroi. Le palais de justice de Charleroi ne ressemble en rien au palais de justice de Bruxelles. Il n'y a pas les échafaudages, c'est tout. En vrai, il n'y a pas les échafaudages, mais il n'y a pas non plus cette espèce d'énorme bâtiment. Enfin, là, si tu sais pas que c'est le palais de justice, tu sais pas quoi. Ça peut être un truc administratif en tout cas. Et si l'entrée est stylisée, t'as petite arche comme ça, tout en vague. Ouais, mais en tout cas, on est loin des parquets qui grincent et de... Enfin, voilà. Mais il y a des avocats. Il y a des avocats devant, donc on est au bon endroit a priori. On vient rencontrer Séverine Lecollier. Elle est vice-présidente du tribunal de première instance de Charleroi et depuis quelques années, elle travaille sur des affaires de violences sexuelles. Alors, le président, c'est un magistrat qui a une certaine expérience, qui siège avec 2 collègues, en général les nouveaux arrivés, pour permettre leur formation. Mais dans le cadre de la délibération, chacun a une voix. Si nous ne sommes pas d'accord entre nous, chacun a une voix et la voix du président n'a pas plus de valeur que celle de ses autres collègues. Nous sommes tous égaux dans la délibération. Ce sont des dossiers qui sont parfois très lourds psychologiquement. Lorsque on a des victimes mineures, multiples, je ne veux pas minimiser les mœurs et les faits de viol entre majeurs, mais lorsqu'on a des faits de torture, de traitement inhumain sur des enfants, ce sont des dossiers qui sont parfois psychologiquement très difficiles à assumer. Et donc le fait d'être 3 permet d'en discuter, permet de débriefer, permet de se dire qu'on n'est pas seul pour prendre la décision et qu'on en discute. Et donc ça permet d'avoir un meilleur recul par rapport à la situation. Pour d'autres dossiers, c'est parfois l'ampleur du dossier qui fait que le fait d'être 3 permet simplement de l'assumer matériellement parce que le dossier est trop important. En fait, un procès, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Chaque protagoniste connaît sa place et sait à quel moment il doit donner la réplique. Il y a un ordre, des costumes, une mécanique. L'audience commence par l'interrogatoire du prévenu. Donc on lit au prévenu les préventions qui lui sont reprochées. On lui demande quelle est sa version. Alors, il y a plusieurs façons de travailler. Moi, je préfère préparer mes dossiers en profondeur, aller dans le détail, essayer peut-être de pousser un peu le prévenu dans ses retranchements, j'ai envie de dire, poser des questions très précises, parce que c'est une façon pour moi de déceler un peu la personnalité, de voir sa position par rapport aux faits. Retour à Zoé et au procès. Au moment de questionner l'homme accusé de viol, le président du tribunal, il opte pour la naïveté, voire parfois le sarcasme. Le président, il cherche à comprendre sa version des faits et à le mettre face à ses contradictions. Il questionne. Donc, d'après vous, c'est la plaignante qui vous a entraîné aux toilettes. Pourquoi l'avoir suivie? Vous êtes vigile? Et le prévenu répond. Je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors le président ironise. Mais quand on suit quelqu'un aux toilettes, c'est pour jouer au Monopoly ou quoi? Et plus tard, le président lui demande. Pourquoi le tribunal doit plus vous croire, vous, monsieur? Parce que je n'ai jamais eu de problème avec la justice avant. Monsieur, 90% des personnes qui arrivent devant nous dans cette salle n'ont jamais rien fait avant. C'est au tour de l'avocate de la partie civile d'entrer en scène. C'est elle qui défend Zoé et c'est surtout à elle que revient la charge de la preuve. C'est un principe en droit belge qui veut que c'est à la victime de prouver qu'on lui a fait du tort. Pour ça, il faut une bonne défense afin de pouvoir prouver la culpabilité du prévenu. Ça nous rappelle notre rencontre avec le premier avocat de Zoé, qui était un avocat pro-déo. Ça veut dire qu'il était attribué gratuitement ou presque. On avait été vachement étonnés de voir à quel point il était peu préparé. On a discuté avec lui avant l'audience et il semblait pas au courant de grand-chose. Et pire, il avait même jamais demandé à Zoé d'expliquer sa version des faits. Il s'est juste contenté de lire son dossier. Aujourd'hui, c'est plus lui qui la défend, c'est maître Caroline Poiré. C'est une avocate qui est spécialisée dans les affaires de violences sexuelles. Et en Belgique francophone, c'est une référence. L'avocat a la possibilité de suivre cette procédure. C'est vraiment d'être un rempart et un relais entre le monde de la justice qui, pour moi, est difficilement pénétrable pour ces victimes qui sont désœuvrées. Mais je veux absolument que si elles peuvent bénéficier d'un avocat pro-déo, elles puissent obtenir un avocat qui soit spécialisé, qui ait suivi une formation, qui se sent sensibilisé par cette matière-là, qui est engagé sur cette question-là.
D'où l'importance d'une formation généralisée pour les avocates et avocats, qu'ils défendent les victimes ou les agresseurs. En fait, c'est une ritournelle dans ce podcast. Le mot « formation », il est sur toutes les lèvres. Il existe une formation, mais elle n'est pas obligatoire pour les avocats. Par contre, ça l'est devenu pour les juges, en 2020. Il aura fallu attendre une loi pour ça, comme quoi il suffit d'une volonté politique pour mettre réellement la priorité sur les violences sexuelles. Au procès de Zoé, la dernière prise de parole, elle revient à l'avocat du videur du El-Café. Son but, c'est de démontrer que les arguments avancés par Maître Poiré ne tiennent pas la route. Alors pour lui, il n'y aurait pas eu de relation sexuelle, encore moins forcée. Et la présence du liquide séminal prélevé dans la bouche de Zoé, elle s'explique autrement que par une fellation imposée. Et puis, selon Maître Abdelhadi Amrani, personne n'a rien entendu au moment des faits. Donc les 3 toilettes étaient occupées et vous dites c'est tout de même étonnant, la plaignante n'a pas crié, n'a pas directement été allée voir la police. Qu'est-ce que ça signifie selon vous ? Je n'imagine pas que pendant 40 minutes, 45 minutes, parce qu'elle dit une fellation de 30 minutes, j'imagine pas moi que personne n'ait pu entendre parler de quoi que ce soit, surtout qu'il y a une conversation entre eux. Non, pas du tout, je veux pas. Elle le dit elle-même, qu'elle ne voulait pas, donc les gens ont dû entendre ça. Et que personne ne réagisse, je suis quand même étonné. Après plus de 2 heures d'audience, le ministère public a requis 50 mois de prison ferme contre l'homme que Zoé accuse de viol. 4 ans. Une durée qui nous étonne puisque le nouveau code pénal sexuel a augmenté la peine minimum à 10 ans de prison. Donc, ce qu'il faut savoir dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on était sur un viol sur une personne majeure. Caroline Poiré, l'avocate de Zoé. Sous l'ancien régime, donc l'ancien code pénal, le viol sur majeur était puni d'une peine, je vais dire d'emprisonnement, c'est peut-être pas le bon mot, mais parce qu'on parle de peine de réclusion, de 5 à 10 ans. D'accord ? Maintenant, avec la nouvelle loi, on est passé à une peine de réclusion de 10 à 15 ans. D'accord ? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une règle qui est importante en matière pénale, c'est que c'est la loi la plus favorable qui profite aux prévenus. Donc la loi la plus favorable, c'était la loi de l'ancien code pénal. Moment des faits. Au moment des faits, qui prévoit une peine de 5 à 10 ans. Et donc, ça, c'est la fourchette de peine qui a été choisie, c'est entre 5 à 10 ans. Et maintenant, il faut attendre 2 semaines avant de connaître le jugement. Bonjour Caroline. Bonjour, voilà, je me permettais de t'appeler pour donner le résultat de l'audience d'aujourd'hui. Dis-nous. Il est reconnu coupable du viol. Donc ça, c'est une première victoire, puis après une longue motivation en une dizaine de points, donc reconnu la culpabilité. Et puis après, il y a eu le deuxième débat sur la peine et il est condamné à 50 mois de prison ferme. Et puis la troisième partie, c'est l'indemnisation, donc le dommage. Il a été condamné à payer donc à Zoé 8 500 €. Allô ? Coucou Zoé. Coucou Zoé. Coucou. Comment est-ce que tu vas ? C'est beaucoup d'émotions à gérer, mais ça va, c'est plutôt positif. Ben, c'est une victoire, quoi, pour moi et pour un peu pour tout le mouvement, je pense. Enfin, à la fin, moi, il y a eu toute une période où je croyais même plus qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça. Et là, du coup, c'est vrai que je crois que j'ai encore du mal un peu à réaliser. Et en même temps, c'est pas facile non plus parce que malgré tout, voilà, maintenant il y a quelqu'un qui va passer plusieurs années de sa vie en prison. Et c'est quelqu'un qui me concerne. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre comme sensation. Ce procès, c'était le premier en lien avec le hashtag Balance ton bar. C'est en tout cas comme ça que la presse l'a présenté. En fait, on est passé du virtuel au réel. D'ailleurs, beaucoup ont reproché l'existence d'un tribunal médiatique qui tenterait de faire justice sur les réseaux sociaux ou dans la presse. C'est pas la première fois qu'on en parle, le discours était le même pour MeToo. Pourtant, les tempêtes que créent les hashtags incitent des victimes à sortir du silence, comme Margot. Je pense que ça permet aux victimes de délier la parole. Je pense qu'il y a plein de personnes, de mecs super bien, qui n'ont pas envie d'avoir des comportements
déplacés et qui en ont parfois et qui se comportent parfois comme des connards et qui ne s'en rendent pas compte. Et je pense que si on ne leur explique pas, ils ne le sauront jamais. Donc le fait qu'il y ait des hashtags et des mouvements sur les réseaux sociaux, des manifs, je pense que ça peut éveiller des consciences. Donc pour moi, ça permet aux gens de s'exprimer. Mais Margot, elle est condamnée à vivre avec le fait de ne pas savoir ce qui lui est arrivé. Moi, j'avais peur, et j'ai encore peur aujourd'hui. J'ai peur que si on va à la police et si on recoupe les éléments, que en fait, le coupable, ce soit moi. Tout de suite, je me suis dit, c'est ma faute. J'ai peur de m'être mise dans une situation, enfin, je sais pas. Mais c'est un sentiment qui me dépasse, en fait. C'est à se demander si le parcours de Zoé ne serait pas l'exception en comparaison à celui de Margot qui serait la règle. Pas au peu de preuves, la peur de déposer plainte, le manque d'espoir en la justice. Il lui aura fallu un peu plus de 3 ans et demi à cette justice pour traiter l'histoire de Zoé. On pensait que ça s'arrêterait là, mais en fait... Il fait appel. Je viens de recevoir un message de Caroline Poiré et le videur du El Café fait appel. C'est pas étonnant et en vrai c'est même prévisible qu'il fasse appel. Donc voilà, le truc c'est que maintenant c'est reparti pour des mois et des mois avant qu'il y ait une nouvelle audience et que Zoé soit fixée, quoi. Plus qu'une faille, c'est un constat, la justice est lente. Et peu importe de quelle affaire il s'agit, mais elle est aussi incompréhensible pour celles et ceux qui ne la pratiquent pas au quotidien. En 2020, le Conseil supérieur de la justice constatait que beaucoup de choses dépendent encore de l'initiative des victimes. La justice, elle pourrait être proactive et mieux communiquer aux victimes. Elle pourrait aussi prendre le temps d'expliquer, par exemple, pourquoi un dossier est classé sans suite, en utilisant autre chose qu'un charabia juridique. On est arrivé avec Zoé, Margot et Sophia au bout du parcours. À leur côté, on a connu la force, le courage, la résilience et l'espoir. Mais on a aussi désenchanté. Parce que quand on prend du recul sur cet accueil des victimes, il y a plusieurs éléments qui nous percutent. En Belgique, tous les maillons de la chaîne pour prendre en charge les victimes de violences sexuelles existent. Le problème, c'est que partout, on manque de formation, de communication et de coordination pour que cette chaîne soit réellement efficace. Et il y a aussi souvent un manque de volonté politique. Les failles sont nombreuses, voire carrément inquiétantes. Et la route est longue, le parcours des combattantes semé d'embûches. Cette enquête, elle a un point de départ, balance ton bar. Et avant de vous quitter, on veut faire le point sur les répercussions de cette affaire. 1 an plus tard, est-ce qu'on se sent plus en sécurité quand on sort ? Si vous êtes victime de violences sexuelles ou en êtes témoin, vous pouvez appeler gratuitement et anonymement SOS Viol au 0800 98 100. Vous venez d'écouter l'épisode 7 de Désenchanté. Merci beaucoup à Sophia, Zoé et Margot de nous avoir accordé leur confiance tout au long de ce travail. Désenchanté est une enquête réalisée par Marine Guillet et Audrey Van Brabant, un podcast typique produit par LVDT Studio avec le soutien du Fonds du journalisme. Retrouvez tous les épisodes sur Ovio ainsi que sur vos applis de podcast préférés.